mercredi et c'est l'heure des informations sur Canal Vimkwera. Bienvenue à cette édition. Au sommet de ce journal, c'est parti pour la 7e édition du Salon des banques et PME de l'UEMOA. 72 heures durant, les acteurs du milieu échangeront à bâton rompu afin de trouver des solutions dans le but d'accélérer le développement des PME dans l'espace monétaire ouest africain. La cérémonie d'ouverture pour vous dans cette édition. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de vous informer sur Canal Vimkwera, votre télévision. Transformation des économies africaines, contribution et impact des PME. C'est sous ce thème que se tient la 7e édition du Salon des banques et PME de l'UEMOA. Le top départ a été donné par le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, Aruna Kabore. 72 heures durant, les acteurs du milieu échangeront à bâton rompu afin de trouver ensemble des pistes de solutions pour accélérer le développement des PME. Le point de la cérémonie d'ouverture avec Odetta Zongena de Luende-Soré. Avec ce top au départ donné par le ministre Aruna Kabore, après Cotonou 2020, la capitale politique burkinabé Ouagadougou vibre ainsi jusqu'au 5 novembre 2021 au rythme de ce salon qui veut jouer un rôle prépondérant dans le processus de transformation des économies africaines. Depuis 5 ans, en effet, la caravane du salon fait enfin escale à Ouagadougou, la capitale qui abrite le siège du l'UEMOA. Je voudrais, au nom du gouvernement, saluer toutes les autorités présentes ainsi que la communauté des affaires de notre région. Merci pour la forte mobilisation et surtout votre confiance en notre pays dans sa volonté à demeurer un allié dans l'intégration économique de notre espace. 7 ans, dit-on, c'est l'âge de la raison. Pour le salon, c'est 7 ans de parcours, aussi bien individuel que collectif. C'est 7 ans de relations riches et diverses, de relations bien tissées. Cette édition, nous la mettons aussi sous le sceau d'un bilan de parcours et de la maturité. Transformation des économies africaines, contribution et impact des PME, c'est en effet sous ce thème que se tient cet événement et ce cadre de rencontre des créateurs d'entreprises. Face à son auditoire et en sa qualité de marraine, la directrice générale de l'Agence burkinabé des investissements a salué la pertinence du présent thème, en ce sens que l'entrepreneuriat demeure la meilleure solution en soi pour endiguer le taux élevé du chômage avec tous ses corollaires dans l'espace de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Le rôle de la PMI, pour le développement durable de nos économies n'étant plus à démontrer, il appartient à notre espace communautaire et à chaque État d'actionner les meilleurs leviers en vue d'accroître la performance et la compétitivité de nos PME. La 7e édition du Salon des banques et PME de l'UEMOA se veut un creuset d'échanges, une opportunité de découverte de nouveaux produits et de partenariats gagnant-gagnant. Je vois que c'est très bien organisé cette année et je suis très contente parce que ça valorise les entrepreneurs. Nous attendons dans ce salon, on veut vraiment se faire des visibilités, on veut vraiment nouer des partenariats. Transformation des économies africaines, enjeux et perspectives, PME et digitalisation des économies africaines, contribution des structures d'accompagnement dans la relance ou encore économie verte, ce sont entre autres les thématiques qui seront abordées au cours des travaux durant ces 72 heures. Il faut préciser que ce salon sert de lieu d'exposition où les PME, les banques, les assurances, les services administratifs sont regroupés en village pour répondre de façon efficiente aux attentes des participants. Qui repartira avec la cagnotte de 3 millions de francs CFA au soir du marathon Palga du Grand Ouaga qui se tiendra le 18 décembre 2021. Le comité d'organisation du dit événement était face à la presse ce matin pour dévoiler les grandes lignes de l'activité qui s'annonce avec beaucoup d'innovation. Plus de détails avec Xavier Wedrogo, Odette Zongena.
La somme de 3 millions de francs CFA est la gagnante qui sera décernée au grand vainqueur de la deuxième édition du marathon Palga du Grand Ouaga. L'annonce a été faite au cours de cette conférence de presse qui sert de lancement officiel du marathon, un événement qui résulte du fruit du partenariat entre la commune de Ouagadougou et le journal L'Observateur Palga. Comparativement à la précédente édition, cette seconde édition se veut encore plus innovante. L'organisation des mini-marathons au profit des 12 arrondissements et les 9 communes rurales les 27 et 28 novembre 2021, afin de rendre plus populaire le marathon selon le regroupement des différents arrondissements et communes rurales. L'introduction des 10 km pour les jeunes garçons et filles. L'organisation des 21 km pour ceux qui veulent courir moins de 42,195 km. Toutes ces courses seront primées par le comité d'organisation. La tenue du village du marathon qui ouvrira les portes le 16 décembre déjà. Le comité d'organisation a ainsi échangé à bâton rompu avec les hommes et les femmes de médias. L'occasion faisant le larron, le présidium a rassuré sur les dispositions qui ont d'ores et déjà été prises pour assurer le bien-être et la sécurité des participants. Ainsi, le top départ du marathon Palga du Grand Ouaga sera donné le 18 décembre 2021 à 6h30 devant le journal L'Observateur Palga. Le départ sera donné devant le siège de l'Observateur, amènera les coureurs vers la zone de Zorna et en remontant vers la ZAD, ils vont poursuivre la course à l'intérieur de Ouaga 2000 pour remonter vers la zone aérée de la BCAO et remonter vers la zone de Pissi et revenir à l'échangeur de l'Ouest et sortir vers la zone du stade du 4 août pour revenir maintenant en direction de la cathédrale. Débuté ce 2 novembre, les inscriptions des athlètes se poursuivent jusqu'au 14 décembre 2021. Pour rappel, le Grand Ouaga est un espace géographique qui comprend la commune de Ouagadougou et 9 communes rurales que sont les communes de Lumbila, Samba, Koubri, Komki Ipala, Komsilga, Tangueda-Souri, Pabri, Surubila et Bingo. Et pour cette année, la commune de Komsilga est l'heureuse élue du marathon. Nous parlons santé dans cette édition COVID-19 et attestation de vaccination. La Russie lance un test pour identifier les fraudeurs. Les créateurs du vaccin russe contre le coronavirus annoncent le développement d'un test confirmant ou non l'injection du vaccin. Les créateurs du vaccin russe contre le coronavirus annoncent le développement d'un test confirmant ou non l'injection de Sputnik 5. Objectif, identifier les détenteurs de fausses attestations de vaccination. Une vérification qui semble assez simple. L'adéno-26 est le premier composant de Sputnik 5. Ce virus est extrêmement rare chez l'homme. Par conséquent, la présence d'anticorps contre l'adéno-26 indique que les gens sont vaccinés. Un test sanguin suffirait donc à établir si une personne est vaccinée ou non, et c'est de cette manière que des spécialistes testent les patients des soins intensifs de certains établissements hospitaliers russes depuis environ un mois. Autant de contrôles qui auraient confirmé la vaccination réelle de près de 80% des personnes testées et détentrices d'attestation. Les 20% restantes auraient donc fourni un document falsifié. Alors que la Russie est confrontée à une vague meurtrière de Covid-19, le mois dernier, les autorités russes avaient déjà ouvert une enquête sur un groupe de soignants de Saint-Pétersbourg accusés d'avoir vendu des fausses attestations de vaccination. Un médecin et 3 infirmières ont été accusés d'avoir émis des certificats officiels sans avoir procédé aux injections en échange de pots de vin totalisant plus d'1 millier d'euros. Et il ne s'agirait pas de la seule affaire de ce genre. Le ministère russe de l'Intérieur fait état de centaines de dossiers litigieux concernant la distribution de faux documents médicaux liés au vaccin contre le Covid-19.
Actualité internationale oblige, moins de méthane, plus d'arbres. Les dirigeants de la planète sont venus en partie ce mardi au secours du climat à la COP26 avec 2 accords ambitionnant de contenir les très néfastes gaz à effet de serre à travers plusieurs moyens. On voit cela dans cet élément. Alors que les dirigeants du monde ont quitté Glasgow en Écosse pour laisser travailler leurs négociateurs, quel premier bilan tiré des 2 premiers jours de la COP26, dont l'objectif est, rappelons-le, de sauver l'humanité. Sur le plan des engagements, une centaine de pays qui abritent 85% des forêts du monde, Brésil inclus, ont promis d'enrayer la déforestation d'ici 2030. Mais pour nombre d'ONG dont Greenpeace, cet objectif de 2030 reste bien trop lointain et donne le feu vert à une décennie supplémentaire de déforestation. Pour rappel, à l'heure actuelle, l'équivalent de 27 terrains de football de forêt disparaît chaque minute. Autre sujet abordé, le méthane, deuxième gaz à effet de serre. Une centaine de pays qui représentent 40% des émissions mondiales, à l'exception des gros pollueurs comme la Chine, l'Inde et la Russie, se sont engagés à réduire leurs émissions de 30% par rapport à 2020 et d'ici 2030. Face à ces annonces, la prudence règne au sein de la COP. Nous devons veiller à nous prémunir contre les faux espoirs et ne pas penser que le travail est terminé car ce n'est pas le cas. Il reste encore un très long chemin à parcourir. Mon message aux négociateurs est très simple. Les dirigeants du monde ont peut-être quitté ou sont en train de quitter la conférence des parties, mais je peux vous dire que les yeux du monde, les yeux des populations du monde sont sur vous. Les yeux du gouvernement britannique et ceux de tous les autres gouvernements qui s'intéressent à cette question sont rivés sur nos négociateurs. Les négociateurs ont jusqu'au 12 novembre pour peaufiner les détails d'un accord sur le climat et surtout convaincre tous les États membres de l'ONU de soutenir les engagements en faveur du climat et de trouver des financements. Si les chefs d'État et de gouvernement ont bien quitté l'Écosse, les défenseurs de l'environnement restent quant à eux présents pour maintenir la pression et rappeler l'urgence du moment. Et nous parlons d'un exemple d'écologie dans cette édition. Les rues de Utrecht aux Pays-Bas, autrefois conçues pour des voitures, font désormais la part belle aux cyclistes. Un modèle d'écologie actuellement présenté à la COP26. Qu'ils soient jeunes, vieux, sportifs ou non, les habitants d'Utrecht ont une chose en commun, le vélo. Les rues autrefois conçues pour les voitures font désormais la part belle aux cyclistes. Une infrastructure intelligente donne la priorité aux personnes. Faites attention, c'est très fréquenté ici. Il s'agit en fait d'une sorte d'autoroute pour vélo aux Pays-Bas. La ville néerlandaise a récemment dépensé 30 millions d'euros pour construire le plus grand garage à vélo du monde. Il accueille 12 500 bicyclettes. Pour la célèbre maire Sharon Dijksma, faire de la ville un cauchemar pour automobilistes et un paradis pour les cyclistes a même été bien accueilli par les habitants. Quant aux personnes handicapées, elles ont un statut spécial. Nous sommes en fait déjà depuis longtemps très enthousiastes à l'idée de changer notre façon de nous comporter. Si vous voyez cela, vous verrez que cela se reflète également au sein du conseil municipal. De nombreux partis qui sont écologistes et favorables au développement durable ont obtenu beaucoup de sièges. Bien qu'Utrecht soit pionnière en matière de vélo, elle est minoritaire. La question est de savoir comment exporter ce modèle durable en Europe, notamment dans les zones rurales où vit un Européen sur 3. En ouvrant la voie, en montrant que c'est possible, que cela rend vos citoyens non seulement plus sains, mais aussi plus heureux. Cela diminue les embouteillages. Bien que nous ayons quelques embouteillages avec les vélos, nous essayons de donner encore plus d'espace aux vélos. Et c'est un processus de plusieurs années. Évidemment, cela ne se fait pas en une journée. Sharon Dijksma entend continuer à rendre Utrecht plus verte et à investir dans les personnes, pas dans les voitures. C'est ce message écologique qu'elle va présenter à la COP26 à Glasgow.
Tout autre chose dans cette édition, le groupe de hackers iranais a téléchargé mardi soir une base de données complète d'informations personnelles de l'Institut médical Machomor ainsi que des dossiers médicaux de quelques 290 000 patients. Une menace de hackers iranais qui a été finalement mise en exécution. Les menaces sont une nouvelle fois mises à exécution. La cible, l'Institut médical israélien Mor. Carte d'identité, résultats d'analyse, rendez-vous médicaux et même tests sanguins. Au total, 290 000 patients israéliens ont ainsi vu leurs dossiers médicaux révélés au grand jour. Les hackers liés à l'Iran ont aussi divulgué près de 500 000 enregistrements d'une entreprise israélienne. Dimanche, le groupe Black Shadow avait demandé une rançon d'1 million de dollars. L'entreprise israélienne CyberServe, qui héberge les sites internet piratés, avait jusqu'à ce mardi pour verser la somme. Les 48 heures sont terminées, personne ne nous envoie d'argent, ils essaient de discuter avec nous. Nous vous montrerons nos discussions, les données seront bientôt publiées. Samedi soir déjà, l'identité de 1000 personnes, toutes membres de l'application LGBT Atraf, avait été révélée. Parmi elles, 907 sont séropositives et beaucoup se sentent maintenant en danger. Nous avons reçu des appels de personnes qui ont peur que leurs parents apprennent qu'ils sont homosexuels. Il y a des gens qui nous ont appelés pour dire qu'ils quittent leur maison, leur quartier et leur ville maintenant, avant que les données ne soient diffusées, simplement parce qu'ils ont très peur que ça arrive et qu'ils n'aient pas le temps de fuir. Une attaque sans précédent en Israël. Pour beaucoup, il s'agit de l'une des attaques à la vie privée les plus graves qu'a connu le pays. Et les hackers de Black Shadow ne comptent pas s'arrêter là. Ils menacent de nouveau, en affirmant cette fois que les coordonnées bancaires de 10 000 Israéliens pourraient être dévoilées, sauf si Israël accepte de payer 2 500 $ par donnée. C'est cet élément qui met fin à cette édition. Mais avant, je reprends pour vous le titre principal développé dans ce journal. C'est parti pour la 7e édition du Salon des banques et PME de l'UOMOA. 72 heures durant, les acteurs du milieu échangeront à bâton rompu afin de trouver des solutions dans le but d'accélérer le développement des PME dans l'espace monétaire ouest africain. Vous avez pu suivre la cérémonie d'ouverture en début d'édition. Fin de ce journal, vous nous avez reçus depuis Dissine. Bonsoir chez vous. Daniel Ouedraogo a réalisé cette édition.